Lundi 16 avril 2018, un plaisir pour moi de vous retrouver en ce début de semaine au compte de l'émission Café Débat. Vous le savez, notre mission, donner la parole à ceux qui veulent l'apprendre en vue d'impacter l'opinion, décrypter l'actualité au quotidien et les sujets qui focalisent vos attentions. En tout cas, pour ce numéro, nous faisons un focus sur le monde du travail en République de Guinée avec toutes les anomalies qui vont avec, dont les travailleurs sont souvent victimes, soit à la phase des recrutements ou dans l'exercice du travail pour lequel ils sont recrutés. Il n'est un secret pour personne que le monde du travail en Guinée est miné par beaucoup de problèmes, notamment les abus d'autorité, du harcèlement, la rupture abusive de contrat, recrutement sous base de corruption, etc. Et pour en parler, justement, je reçois sur ce plateau un habitué de la chose, de la matière. Il s'agit de M. Mohamed Kak Kondé. Il est juriste et gestionnaire des ressources humaines de la Société des mines de fer de Guinée et fort de 15 ans d'expérience sur le marché de l'emploi en Guinée comme gestionnaire des ressources humaines. Avec lui, on va parler de ces différents aspects du monde du travail, puisque c'est toute une chaîne, évidemment, comme exemple pratique des anomalies qu'on peut retrouver dans le monde du travail en Guinée. Nous parlerons du cas de l'usine de noix de cajou qui a été fermée récemment par les services du colonel Moussa Tiebouro, dont les travailleurs, les employés, souffraient le martyre comme des esclaves. Là-dessus, nous parlerons avec notre invité, Mohamed Kondé, qui est sur ce plateau. Monsieur Kondé, bienvenue dans Café Débat. Merci, Monsieur Ori, merci pour l'invitation. C'est votre première expérience de passer sur ce plateau, vos avis, vos sentiments? Non, merci pour l'accueil. Il est chaleureux depuis que je suis rentré dans vos locaux. L'amitié, je l'apprécie. La chaleur, elle est vraiment humaine. Merci pour votre professionnalisme. Ouais. Surtout, merci de la disponibilité. Alors, on parle de travail. C'est des sujets qui sont le plus souvent moins abordés en Guinée que des sujets de politique et des sujets de propagande. Alors que, en fait, les citoyens sont le plus frappés par cette question d'emploi, et ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit entendre d'abord par la notion de travail? Merci, Monsieur Ouri. Vous savez, vous avez raison. Quand vous prenez les citoyens, dans leur majorité, leur préoccupation, c'est comment se nourrir, se loger, se vêtir, s'éduquer. Voilà, subvenir aux besoins du quotidien. Voilà, c'est un combat d'existence. La politique, elle est importante, mais elle échappe à la majorité des citoyens. Sauf que cette politique les impacte négativement ou positivement. Moi, je vous parle du travail. Le travail, vous savez, depuis la nuit des temps, puisque l'homme a besoin d'exister, il faut travailler. Maintenant, l'histoire a connu les différentes formes de travail. Nous avons connu l'esclavage, nous avons connu aussi la colonisation. On a travaillé, l'homme a travaillé dans les époques passées, mais sous l'ordre et la domination, l'oppression d'une autre personne. Il était tout simplement exploité, pas de salaire, pas de dignité. C'est là où on parlait d'exploitation de l'homme par l'homme. Voilà, et là, l'humanité a évolué avec la lutte des émancipations, des politiques, le besoin de démocratisation, l'éveil des consciences et toutes les luttes que les intellectuels ont menées. Nous avons maintenant connu une certaine transition de l'esclavage vers la colonisation et de la colonisation vers la démocratisation, où l'homme devient un véritable acteur de sa vie, où l'homme doit se prendre en compte et où l'homme doit choisir son travail, où le travail doit être source d'épanouissement économique, social et psychologique, même moral pour l'homme. Maintenant, si ce travail vous permet de vivre, de vous épanouir, là, vous avez le sens même que oui, ce travail a un sens d'exister pour vous. Mais si ce travail se transforme en enfer, si d'autres profitent de ce travail qu'ils vous donnent pour vous exploiter, là, ça prend une autre forme et on parle d'esclavage moderne. C'est-à-dire, on vous donne le travail, mais tout en violant toutes les règles qui doivent régir les relations de travail entre vous et votre employeur. C'est ce qui se passe malheureusement aujourd'hui en Guinée sur le marché du travail. Et notamment ce cas que j'ai cité tout à l'heure de cette usine de noix de cajou où les gens, on va dire, étaient exploités dans cette usine avec aucune norme en la matière respectée. On va parler de ça tout de suite, mais d'abord en parlant d'entrée de jeu du monde du travail en Guinée. Vous êtes dans le monde des gestion des ressources humaines depuis 15 ans.
Alors, si on vous demande comment se porte le monde du travail en Guinée et comment se portent les profils de compétences en Guinée, parce que c'est vous qui recrutez les gens, c'est vous en tant que responsable des ressources humaines qui recevez les CV des candidats à tel ou tel poste, à tel ou tel travail, qu'est-ce que vous pouvez répondre sur ces deux questions? Bon, le monde du travail, je le dis, le monde du travail en Guinée comme tout ailleurs, c'est un monde qui est en perpétuelle évolution. Les réalités changent parce que les compétences évoluent, le besoin même du travail évolue, la demande, le rapport entre la demande et l'offre aussi est un autre facteur qu'il faut prendre en compte. Le capital même pour investir est une autre problématique. Donc en Guinée, le marché de l'emploi en Guinée est sujet à tous ces aspects-là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire du marché guinéen particulièrement? Je vous dis que c'est un marché où principalement d'abord le travail se fait rare. Bien. Ok, ça c'est le premier constat. Mais où aussi le chômage est, si vous voulez, galopant. Ces deux phénomènes, vous allez me dire, c'est contradictoire. Les gens demandent, mais le travail se fait rare. Oui. Pourquoi? Parce que notre économie, la structure de notre économie ne permet pas d'offrir du travail. Il n'y a pas suffisamment d'entreprises, il n'y a pas suffisamment de création d'emplois. Et l'État, c'est le rôle de l'État d'impulser, de créer l'environnement économique, politique, en nuisant de ce concept de libéralisme économique pour permettre aux gens de créer de l'emploi. Parce que l'État n'est pas un employeur. Hein. L'État ne peut pas employer tout le monde. Et je vois, partout dans le monde, c'est le secteur privé qui paye bien et qui emploie beaucoup plus de personnes. Maintenant, chez nous, c'est pourquoi c'est une problématique à la fois politique et sociale. Ça devient une pression politique et les pouvoirs publics en sont conscients que si ils ne sont pas capables de répondre à la demande sociale, ça compromet le pouvoir. Et c'est ce qui explique toutes ces protestations dans les pays développés, en Afrique, parce que les gens ont faim, parce que les gens n'arrivent pas à trouver à manger, et il y a toutes ces implications, les corollaires qui sont les crimes, le terrorisme, parce que les gens estiment que d'autres, pendant que d'autres spolient les ressources de l'État, et ils n'arrivent pas à manger, et ils se transforment en bourreaux contre le peuple ou bien contre la société. Maintenant, c'est pourquoi il faut essayer aujourd'hui de trouver la solution. Donner du travail, mais du bon travail, du travail décent, et cela passe par le rôle de l'État qui doit d'abord chercher à bien former les jeunes, ensuite édifier un environnement économique où les jeunes peuvent avoir un travail décent pour pouvoir vraiment se développer et avoir des perspectives d'avenir. J'ai parlé des profils tout à l'heure, qui parlent de responsables de ressources humaines. Vous avez fait 15 ans dans ce domaine, parle de ceux qui connaissent les profils des gens et les compétences des uns et des autres. Parce que les CV, c'est vous qui les recevez. Dans le cas de figure de la Guinée, est-ce qu'on peut dire que les ressources humaines sont de qualité ces derniers temps? Non, je ne le dirais pas. Il faut être honnête. La qualité de l'enseignement en Guinée, on le dit, hein, mais c'est une réalité quand nous recevons des CV, quand nous recevons des stagiaires. Vous avez des gens qui sortent de l'université qui ne peuvent pas vous rédiger une lettre correctement, qui ne peuvent pas s'exprimer en français, qui ne peuvent pas faire une présentation PowerPoint, qui ne connaissent pas l'informatique. Et comparé à d'autres jeunes dans d'autres pays, ils sont en désavantage. Aujourd'hui, dans d'autres pays, quand vous sortez de l'université, vous avez déjà la maîtrise de l'informatique, vous maîtrisez l'anglais peut-être, et vous avez d'autres langues. Ensuite, vous avez été exposé aux réalités du terrain avant même de finir les études. Mais en Guinée, malheureusement, c'est en Guinée, vous voyez un étudiant commence le cycle universitaire jusqu'à la fin, il n'a jamais été exposé aux réalités de l'option qu'il est en train d'apprendre. Et c'est ça qui explique le bas niveau et de nos gens. Parce que quand quelqu'un fait la chimie, il parle de laboratoire, il ne fait que parler de laboratoire, mais il n'a jamais été dans un laboratoire pour toucher les instruments. Et il fait 5 ans de théorie, il sort, il les connaît de nom. Mais quand tu le fais arrêter devant les installations, il ne se retrouve pas. Parce qu'il n'a jamais été exposé. Il faut que les études universitaires soient ponctuées de stages. Et, et cela doit être encouragé par l'AGIP en collaboration avec les entreprises. C'est une obligation que les entreprises installées en Guinée aident les jeunes. Sinon, aujourd'hui, le niveau catastrophique, moi je dirais catastrophique de nos étudiants qui sortent des universités va continuer. Et on va continuer à former des gens qui viendront s'ajouter à la demande sociale et qui vont se frustrer alors qu'en réalité à la base ils n'ont même pas la compétence pour travailler. Bien. Et donc il faut revoir
la qualité de l'enseignement depuis l'université, depuis les écoles techniques, pour éviter de déverser des incompétents sur le terrain qui ne peuvent même pas avoir de travail. Donc, en tant que gestionnaire des ressources humaines aujourd'hui, et la réalité auquel vous êtes confronté en termes de la qualité des ressources humaines qui viennent vers vous pour les emplois, c'est que 90% ne répondent pas vraiment aux normes de qualité. C'est clair. Maintenant, ça c'est un facteur. Et ce qui est à la base de ça, c'est que c'est déjà le système de formation, donc d'éducation. Et ça, c'est un autre débat. Mais on va parler d'un autre aspect du monde du travail. Hein. J'ai cité certains concepts tout à l'heure qui minent le monde du travail en Guinée. C'est d'abord le modèle de recrutement dans notre pays, dans le monde du travail, que beaucoup n'apprécient pas. On me dit que le recrutement souvent en Guinée se fait sur base de camaraderie, de copinage, de corruption, et certains parlent même de promotion de canapé et ainsi de suite. Et vous avez d'autres mots qui minent le monde du travail en Guinée, tels que les abus de pouvoir, les ruptures de contrats, les ruptures abusives de contrats par exemple. Oui, comment vous vivez toutes ces réalités dans le monde du travail? Voilà, comment on le vit? D'abord, le recrutement. Vous savez, d'abord, est-ce que ces faits-là existent? Oui, ça existe. Ça existe. Ce n'est pas tous les employeurs, que ce soit. Ça, c'est une réalité, et dans l'administration publique et dans le privé. Dans l'administration publique, on le sait, c'est par concours. On doit accéder à la fonction publique. Il faut mériter, mais Dieu seul sait, les réalités sont tout autres. Et je vois, il y a des gens qui se retrouvent dans la fonction publique en dehors de tout contrat, en dehors de tout concours. Et comment ils parviennent? C'est par copinage, c'est par, si vous voulez, par le biais de toutes les pratiques que vous venez d'évoquer. Et c'est dommage, parce qu'on n'est pas en train d'encourager le mérite. Il faut que les gens soient méritants. Ça c'est la fonction publique. Maintenant, le privé, là, vous avez des employeurs. Je vous ai dit, il y a 3 types d'employeurs en Guinée. Il y a 3 types d'employeurs en Guinée. Oui. La première catégorie d'employeurs, ce sont des employeurs qui respectent la loi. Parce que tout simplement, ils sont soucieux de la productivité, ils sont soucieux de leur compétitivité et de leur rentabilité. Donc c'est eux-mêmes qui font la bonne chose, ils ont des bonnes pratiques. Quand ils recrutent, comme on le dit, ils recrutent de façon transparente et très rigoureuse, parce que quand vous recrutez quelqu'un, vous lui payez du salaire. Imaginez si vous recrutez une mauvaise personne qui n'a pas la qualité qu'il faut, vous allez lui payer le salaire, vous ne pouvez plus arrêter le contrat juridiquement parce que c'est contraignant. Si vous l'arrêtez, vous allez avoir des problèmes. Donc, il y a cette catégorie-là d'employeurs qui sont très vigilants et qui recrutent de façon professionnelle, honnêtement, mais ils sont rares. Bien. Maintenant, il y a une deuxième catégorie d'employeurs, ce sont des employeurs qui ne respectent la loi que par contrainte et qui recrutent en procédant à des pratiques à la fois, ils utilisent la loi, mais ils utilisent aussi les relations publiques. C'est-à-dire que des recommandations. À un moment donné, Rio Tinto, il faut le dire, Rio Tinto était rempli des recommandés. Aujourd'hui, la SMB est remplie des recommandés. Et vous voyez. Et donc, si vous n'avez pas votre papa, si vous n'avez pas des relations, comme on le dit, le bras long, vous ne pouvez pas y accéder. Ce n'est pas le cas. Je vous ai cité, nous, dans notre entreprise, la SMFG, mais vous allez être recruté, vous ne connaissez personne. Et vous voyez. Et on lutte contre la corruption, mais dans d'autres entreprises, ce n'est pas le cas. Et il faut reconnaître que les méritants sont mis dehors, ou bien à l'écart, au profit des parents, des amis, des copines. Il vaut mieux aujourd'hui avoir dans certaines entreprises une sœur très jolie pour avoir de l'emploi que d'être compétent. Et ça c'est malheureux parce que le pays a besoin de ces compétences-là pour le développement socio-économique. Mais on ne peut pas vouloir se développer et encourager l'incompétence, faire la promotion des incompétents qui ne peuvent pas aider le pays à se développer. Donc c'est des mots qui existent aujourd'hui dans le monde du travail en Guinée. Voilà. Et la troisième catégorie d'employeurs, c'est ceux-là qui ne respectent pas la loi et qui ne comptent que sur la corruption. Ils s'installent dans le pays, ils recrutent que les connaissances, ils n'organisent même pas une procédure de recrutement. Et tu vois, tu peux voir que demain, il y a une personne qui se présente, le lendemain c'est une autre, tu ne sais même pas d'où viennent les personnes, quel est le profil, et est-ce que ces personnes sont compétentes ou pas. Et le plus souvent, c'est des éléments très difficiles à gérer finalement, parce que conscients de leur relation, et ils se disent, ben écoutez, je ne suis pas là parce que je mérite, je suis là parce que je suis fort d'une relation. Donc, quand bien même l'employeur lui impose certaines obligations, il oublie qu'il est employé, qu'il a été aidé seulement à venir,
il résiste à son employeur. Et quand l'employeur commence à le menacer, lui aussi il menace son employeur. Ouais. C'est pourquoi il faut éviter ce genre de pratique. Parce que si vous encouragez ce genre de pratique, finalement, toi, l'employeur, ça va te rattraper. Ouais. Un ministre qui te recommande son enfant vient, il fait de n'importe quoi, tu le mets dehors, le ministre va se frustrer. Ou bien ce cadre va se frustrer, ouais. Il va t'attendre au tournant. Donc, évitez, soyez dans la bonne procédure. Quand vous recrutez les gens par mérite, il y a deux avantages. D'abord, c'est des gens qui vont envoyer votre entreprise loin parce qu'ils sont compétitifs, ils sont productifs, ils sont compétents. Et deuxièmement, parce que vous aussi, vous allez avoir la rentabilité. Tout à fait. Et vous voyez. Mais si vous passez par des pratiques malsaines, ça va se retourner contre vous. C'est clair. Et on va parler d'un cas d'espèce. Par exemple, j'ai parlé du modèle de recrutement en Guinée. Vous avez parlé de ce qui n'est pas bien en la matière et qu'on rencontre dans notre pays, mais il y a aussi les conditions de travail des employés. Et comme vous avez parlé de la troisième catégorie, des employeurs qui ne respectent pas non seulement les normes de recrutement, mais les règles ou les conditions de traitement des travailleurs. J'ai pris par exemple le cas de cette usine de noix de cajou. On a vu ça en toute pompe, le colonel Moussa Tcheboro avec son équipe est allé fermer cette usine. Et on a vu à la télé des employeurs, des travailleurs de cette usine, certains qui portent des traces, des blessures et tout, comme quoi, parce qu'ils n'avaient pas des équipements qu'il faut pour le travail. Sur le plan du salaire, par exemple, certains ne touchent même pas le SMIC, certains ne touchent pas le salaire qu'il faut et à temps, et on dit que c'est un expatrié qui a envoyé une telle usine. Alors, où vous pouvez trouver les raisons d'une telle pratique dans le monde du travail? À entendre tout ce que vous venez de dire, et quand j'ai regardé le reportage la dernière fois et j'ai écouté les représentants du ministère du Commerce et de l'Industrie, j'étais écœuré. Vous savez, il faut qu'on soit sérieux avec nous-mêmes dans la gestion publique. Gérer, c'est prévenir. Gérer, c'est anticiper. La gestion publique, il faut que les gens soient rigoureux. Vous ne pouvez pas imaginer qu'au XXIe siècle, dans un état de droit, qu'on puisse exploiter des gens comme des esclaves. Et je voyais, et cela se passe au vu au-dessus de tout le monde. À Conakry ici, à Kagbele, où vous avez l'inspection du travail, où vous avez l'AGIP, où vous avez le ministère du tutelle, où ils étaient pendant 3 ans. Et je voyais, quand moi je les ai vus à la télé, je me moque. Et si vous ne pouvez pas venir, c'est des sapeurs-pompiers. Ils sont toujours dans la réaction. C'est 3 ans après. Ils n'ont pas le sens de la proactivité, de l'anticipation, alors que nous sommes dotés de tous les textes juridiques nécessaires pour prévenir ce genre de situation malheureuse. Et regardez, il est dit dans le Code du travail, et je vous dis, l'article 231.2 est très clair. Tout employeur a l'obligation de protéger l'intégrité physique et psychique de ses travailleurs et d'adapter ses conditions de travail aux conditions d'exploitation. Vous ne pouvez pas créer une entreprise et envoyer les gens au cimetière parce que vous les faites travailler dans des conditions insécuritaires. Imaginez des gens qui travaillent dans une usine où il n'y a pas de gants, où il n'y a pas d'équipement de protection individuelle, où il n'y a pas de chaussures de sécurité par exemple, et là ils peuvent marcher sur n'importe quoi, se faire blesser. Et vous avez vu, c'est un travailleur qui a été blessé. Ce travailleur n'a pas le contrat d'assurance santé pour aller se faire traiter. À la base, il n'a pas été indemnisé. Il n'a pas de contrat de travail. Et ces travailleurs n'ont pas de contrat de travail. Alors que si vous faites travailler quelqu'un sans contrat de travail écrit, ça veut dire qu'il a un contrat de travail permanent. Donc ça veut dire que tous ces travailleurs-là aujourd'hui, ils doivent se rendre compte qu'ils sont permanents. On ne peut pas les mettre dehors comme ça, par la loi. L'inspection le sait. Et vous voyez. Donc, ils n'ont pas aussi quoi? Ils n'ont pas de bulletin de salaire. Si vous me payez un salaire, où est la traçabilité de ce salaire? Le salaire, un bulletin doit avoir les compositions. Un salaire est structuré. Il y a un salaire de base, il y a ce qui va dans la caisse de l'État, il y a ce qui revient à l'employé, il y a aussi les contributions sociales. Mais voilà un employeur qui s'installe, qui paye les gens comme il veut, et qui les fait travailler dans des conditions inhumaines, et comme si on n'avait pas l'inspection du travail ici. Et donc, c'est pour cela que je dis, quelle est la cause de cela? La cause c'est quoi? La cause c'est quoi? Non, c'est très simple. La cause c'est quoi? D'abord c'est la passivité de nos autorités, des services publics d'emploi. Je vais parler de l'inspection du travail et de l'AGIP. Justement, mais avant de parler de l'inspection du travail, je veux dire, est-ce que, parce qu'on dit, quand je prends le cas de cette usine de cajou, c'est un Russe qui serait derrière, en tout cas des expatriés, des étrangers. Si des étrangers quittent leur pays, je vous ai posé la même question tout à l'heure à la radio, qu'ils viennent dans un pays où ils savent qu'il existe ce qu'on appelle le code du travail.
des règles à respecter en matière de travail. D'abord, d'implantation de votre entreprise, il y a des démarches à suivre, il faut aller à l'APIP, il faut chercher tel dossier, tel document, il faut aller au ministère du Commerce, chercher des RMC, et puis votre entreprise est sur place, il faut recruter peut-être une entreprise qui va se charger du recrutement et respecter toutes les normes en la matière, et tout. Ils savent ça, mais ils viennent dans un pays où quand même ils trouvent que ce qu'ils ont fait subir aux Guinéens dans cette entreprise de noix de cajou, c'est quand même une réalité sur le terrain. Dans d'autres entreprises, où c'est des Guinéens qui sont des patrons, parce que quand même au-delà de cette usine, de cet expatrié-là, il y a des entreprises ici où c'est des Guinéens qui sont des patrons, où les gens n'ont pas de contrat de travail, où il y a des gens qui n'ont pas le SMIC, où les gens n'ont pas de congé maladie, congé ceci, congé cela. C'est-à-dire que tout ce que le Code du travail recommande, de façon standard, n'est pas respecté. C'est une situation générale. Est-ce qu'on peut donc de ce fait faire un procès à ce Russe? Non, écoutez, on peut faire le procès et aux Russes et à l'État. Mais moi, je ferais plutôt procès à l'État. Parce que le Russe, vous savez, le capitaliste, il n'a pas de bon cœur. Le capitaliste veut toujours maximiser son profit. Et il veut toujours profiter et maximiser son profit. Tant mieux s'il doit contourner les lois. On voit les grandes firmes, Facebook, Microsoft et autres, ces grandes entreprises payent toujours des amendes pour avoir violé les règles de la concurrence, pour avoir violé même, pour avoir tenu même des comptabilités avec une lecture douteuse. Cela veut dire que même ceux qui gagnent des milliards, lorsqu'ils ont l'opportunité, ils contournent la loi. Il appartient à l'État, en tant que force de contrainte, en tant que garant des libertés, puisque c'est l'État, au bout du compte, c'est l'État qui est responsable, et de ses employeurs et de ses employés. Et c'est pourquoi nous avons ces structures qui sont des démembrements de l'État, qui sont chargés et qui sont habilités à inspecter, à être sur le terrain. Donc si un Russe peut venir en Guinée, pendant 3 ans, il se comporte comme un colon, moi je me dis, le constat c'est à 2 niveaux. D'abord, la première c'est la passivité et l'absence criarde de l'État sur le terrain, mais j'irai beaucoup plus vers la complicité. C'est qu'il est fort de quelque chose, sinon cela ne peut pas être possible. Cela ne peut pas être possible. L'inspection du travail, quand on a fait l'ouverture, et le président a même présidé la cérémonie d'ouverture et de lancement des activités de cette usine. Donc ça veut dire que tout le monde est au courant que l'entreprise a commencé ses exploitations. Pourquoi, après 1 mois, il est dit que l'employeur là avait l'obligation dans 15 jours de déclarer son personnel à l'AGIP. L'AGIP n'a rien vu venir. Pourquoi l'AGIP n'a pas envoyé une mission? Pour voir pourquoi l'inspection du travail ne s'est pas rendu compte que oui, l'usine là a commencé. Nous allons nous y rendre pour voir est-ce que les travailleurs sont dans les conditions sécuritaires, est-ce que le minimum est en place avant de commencer. C'est pourquoi je dis, avant même de délivrer le permis d'exploitation, il faut au préalable un minimum de contrôle avant d'autoriser l'exploitant de commencer. Mais malheureusement tout cela a été bafoué. Donc moi je dirais c'est encore l'incompétence de nos autorités, leur mauvaise foi et leur passivité qui vient d'être mise encore en exergue dans ce dossier. Donc maintenant qu'ils reviennent en sapeur-pompier avec la télé et consomme, moi ça ne résout pas le problème de fond. Le problème c'est quoi? Où ils étaient pendant 3 ans, pourquoi cela a été possible dans un état de droit et au XXIe siècle? C'est écœurant quand même. Parce que ça relance la question des droits de l'homme. Là aujourd'hui c'est de l'esclavage moderne qui est organisé dans cette usine. Et vous voyez, et les gens n'ont aucun recours. Dans un état de droit, et on se plaît de dire nous sommes dans un état de droit, on est dans une démocratie, mais une démocratie ce n'est pas les élections seulement. C'est aussi la capacité de l'État à protéger les libertés individuelles et collectives, où l'État était. Et Dieu seul sait qu'il y a d'autres situations pareilles dans le pays. Je veux dire, même dans d'autres entreprises où ce n'est pas des ouvriers qu'on trouve, où c'est des gens qui travaillent dans les bureaux, ou d'autres types de travail où les règles ne sont pas respectées, les règles basiques en la matière comme le salaire, comme tous les autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Mais est-ce que ça veut dire que tout ça se résume à l'inefficacité de l'inspection du travail quand on parle souvent de mauvais recrutement, quand on parle de rupture abusive de contrats par certaines entreprises? Des fois même c'est certains services de l'État qui sont cités dans les cas d'espèce, rupture abusive de contrats souvent, ou des harcèlements, ainsi de suite. Et sur toute la ligne, vous pensez que c'est l'inspection du travail qui doit se déployer, que ce soit dans le public et dans le privé? Vous voyez, dans le public, non. Dans le public, chaque chef hiérarchique, parce que nous sommes dans l'administration publique, chaque chef hiérarchique, il y a le statut de la fonction publique qui régit les relations de travail entre
fonctionnaires et l'État. Et donc, chaque chef hiérarchique est responsable. Et le problème se règle par le recours administratif. Il y a le recours administratif dans la fonction publique. Vous faites le recours hiérarchique, ou il y a le recours gracieux et le recours hiérarchique pour régler les problèmes. Mais dans le secteur privé, il y a toute une panoplie d'organes qui doivent jouer leur rôle pour prévenir ce genre de situation. D'abord, en ce qui concerne le recrutement, si moi, par exemple, en tant qu'employeur, je me permets de discriminer quelqu'un sur la base ethnique, ben, cette personne-là, alors que la Constitution lui reconnaît le même droit que cette autre personne que je suis en train de privilégier, il a le droit de porter plainte contre moi et d'attaquer cette procédure de recrutement devant l'inspection du travail. Et si, d'abord, si l'entreprise a une structure représentative, et je vous dis, cette entreprise fantôme n'a même pas de syndicat, alors qu'ils ont l'obligation de mettre en place un bureau syndical. Ils ont dépassé le minimum pour mettre un bureau syndical en place. Ils ne l'ont pas fait. Donc, si dans le recrutement vous êtes discriminé, là vous avez parce que la loi vous reconnaît ce droit d'avoir le travail, si, dans les mêmes conditions que tes concurrents. Mais si on vous discrimine, vous allez porter plainte à l'inspection et vous attaquer pour discrimination. Et cette discrimination même est une infraction pénale. Et vous voyez, donc aucun employeur ne peut discriminer un Guinéen dans sa procédure de recrutement. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, disons que quelqu'un a été discriminé. Qui doit agir? Soit le syndicat se saisit du problème à l'interne, essaie de régler. Parce que moi, je le dis, quand je fais un recrutement, le syndicat n'est pas impliqué direct, ce n'est pas leur rôle. Mais s'il y a des soupçons, je suis obligé de faire la transparence, de leur expliquer comment on a procédé du début jusqu'à la fin, pour leur expliquer que oui, la personne qui a été retenue était réellement la bonne personne, la personne compétente. Cette obligation-là, je l'ai. En tant que gestionnaire de ressources humaines. Pas en tant que gestionnaire de ressources, mais en tant que représentant de la direction dans la procédure de recrutement. L'employeur a l'obligation de démontrer que oui, le recrutement a respecté la loi. Qu'on a donné les mêmes sens à tout le monde devant la loi. Parce que le droit au travail, c'est la Constitution qui reconnaît à tous les Guinéens. Donc vous ne pouvez pas discriminer un citoyen guinéen à cause du fait que vous ne l'aimez pas ou pour d'autres raisons. Et je voyais. Donc c'est le cas. Maintenant, à l'interne, ça, c'est le syndicat qui peut régler. Mais si le syndicat n'arrive pas, parce qu'il y a les entrepreneurs qui sont récalcitrants, même avec leur syndicat, ils ne vont pas coopérer. En ce moment, le syndicat avec l'employé peuvent aller devant l'inspection du travail. L'inspection du travail peut régler le problème. Si toujours ça ne résout pas, à ce niveau-là, l'inspection du travail peut faire un procès verbal de non-conciliation et autoriser l'employé et le syndicat à aller devant le tribunal du travail. Là, le juge peut condamner l'employeur et il ne peut pas refuser d'exécuter la décision. C'est ça. Donc, par la loi, les voies de recours existent, mais malheureusement, personne ne se lève pour exercer son droit. C'est ça aussi le mal. Bien. Et il y a aussi le rôle de la corruption dans tout ça. Et souvent dans les phases de recrutement, ou souvent dans la phase de la gestion des conflits entre employeurs et employés. Et donc, quel est le rôle que la corruption joue dans ce sens? Et d'autres cas d'utilisation des ressources humaines par des entreprises après qui les mettent tout simplement dans la rue, après leur avoir promis le travail ou l'emploi direct. On parlera de cette situation tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission. Après la pause thé, on se retrouve et toujours avec notre invité pour parler d'emploi, de travail en Guinée. Merci. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. Voilà, merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat, premier numéro de la semaine qui reçoit comme invité M. Mohamed Katre Condé. Il est juriste, gestionnaire des ressources humaines de la Société des mines de fer de Guinée. Avec lui, on parle de la problématique de l'emploi en Guinée, le monde de l'emploi confronté à beaucoup de problèmes.
un monde complètement, on va dire, pourri selon certains observateurs. Qu'est-ce qui nous amène à toute cette situation? Il en a parlé tout à l'heure, depuis la phase d'implantation des entreprises, au recrutement du personnel et le traitement fait de ce personnel-là. On a pris le cas d'exemple notamment de cette usine de noix de cajou qui a été ouverte en toute pompe après que le président Alpha Condé a appelé à promouvoir la noix de cajou en Guinée, mais qui traite de façon inhumaine ses employés de ce côté-là. Il a donc indexé l'irresponsabilité de l'inspection du travail. Et là, je viendrai tout à l'heure au fait que pourquoi l'inspection du travail en Guinée souvent, pour la plupart des cas qu'on a vus, a toujours tranché en faveur des entreprises, en faveur des employeurs. Et le plus souvent, ce sont les employés qui se sentent finalement frustrés. Est-ce que la corruption passe par là ou pas? Mais avant ça, vous nous parlez d'abord du cas d'autres entreprises aussi où on pense que les responsables de ressources humaines, puisque c'est ce travail que vous faites depuis 15 ans, sont souvent obligés de recruter des gens qui ne répondent pas, je veux dire, au profil demandé, mais qui sont soit recommandés par le patron, le PDG, ou tel ministre, ou tel cadre, et vous, les responsables des ressources humaines, vous ne pouvez rien faire. Et c'est là où quelqu'un vous a interpellé à la radio tout à l'heure pour dire pourquoi vous avez quitté la SMD, Société Minière... La SMD. La SMD, Société Minière de Dinguiraye, où vous étiez responsable des ressources humaines. J'étais directeur adjoint des ressources humaines. Voilà. Voilà, écoutez, vous savez, un businessman, vous allez prêter de l'argent à la banque, vous avez l'obligation de payer cet argent. Donc, si vous êtes sérieux, vous allez recruter des bonnes personnes pour faire le travail qu'il faut, pour être capable de rembourser l'argent. Ok? C'est pourquoi, dans le privé, tout se paye. Et je vous ai dit, il y a des employeurs, franchement, qui sont sérieux. Mais d'autres, chez nous, il y a ce qu'on appelle, la corruption existe. Mais la corruption dans le recrutement, il faut le reconnaître. Hein. Moi, j'ai vu toute une équipe être débarquée dans certaines entreprises parce qu'ils prenaient de l'argent pour recruter les gens. J'ai eu la chance de mettre en place des procédures de recrutement pour éviter le copinage. Vous voyez un superviseur qui recrute sa femme, qui recrute son grand jeune frère, qui recrute ses 2 femmes dans sa section et 5 membres de sa famille, de ses proches, alors que d'autres Guinéens attendent. Et ceux qu'ils recrutent ne sont pas forcément les bonnes personnes. La corruption aussi en est une cause. Les gens payent de l'argent et pour passer. Mais ce n'est pas tous les employeurs qui le font, il faut le reconnaître. On dira que le monde du travail est pourri, mais des employeurs qui sont conscients, qui savent ce qu'ils font. D'autres ne le sont pas. Et se voyez. Et soit par recommandation, ils sont obligés, on connaît les réalités politiques. Est-ce que vous avez vécu les mêmes pressions personnellement, en tant que responsable des ressources humaines à la SMD par exemple? Personnellement, à la SMD non, parce que moi je suis venu là-bas pour mettre de l'ordre et j'ai pu le faire. Mon opposition ou bien l'incompréhension à mon niveau par rapport à la stratégie de l'entreprise, c'était d'ordre général. Je ne souscrivais pas à certaines politiques qui menaient à des tractations avec le syndicat ou qui remettaient en cause certains droits acquis. Ça, je n'étais pas d'accord. Mais le recrutement en tant que tel, quand j'étais là, c'est nous qui avons recruté les meilleures personnes qui tiennent actuellement l'hygiène de la SMD. Et le reste, les gens qui avaient été recrutés avant nous sont tous partis. Parce que c'était des gens qui avaient été recrutés soit en prenant de l'argent ou on les recrute parce qu'ils ont des parents qui sont dans les communautés et autres. Et je vois. Et l'employeur qui est intelligent ne va jamais accepter de le faire. Mais en Guinée, vous avez même des autorités qui forcent la main. Et quand vous êtes gestionnaire de ressources humaines, attendez-vous à avoir les appels des autorités militaires, politiques qui vous... mais vous n'êtes pas obligé. Moi, j'en ai reçu, honnêtement, des officiers militaires, des politiciens, mais je ne suis pas obligé. Je vous dis, ok, envoyez-moi le CV. Si il est méritant, si j'ai une opportunité, je verrai. Mais tu n'as aucune obligation, même si tu t'appelles ministre ou bien tu es un officier militaire, tu n'as aucune obligation. Je suis dans une entité privée, tu n'es pas là quand je recrute. Donc je ne suis pas tenu. Il faudrait que nous, les gestionnaires de ressources, connaissons notre courage. Parce que si finalement on ne fait pas notre travail, imaginez nous gérons des questions sensibles comme recrutement, comme la promotion, comme la formation, comme les salaires. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui a une probité morale, c'est l'entreprise qui en souffre. Et c'est ce qui explique aujourd'hui des problèmes sociaux dans beaucoup d'entreprises où la cohabitation est difficile, voire même impossible entre les patrons et les employés, parce que il y a des cadres qui sont entre la direction, les expatriés, il faut le reconnaître, c'est pas tout le monde, qui ne font pas le bon jeu et finalement c'est toujours des conflits. Moi je lance un appel à nos collègues. Nous avons une association aujourd'hui, Cogipro
RH Guinée, qui regroupe tous les gestionnaires, où on échange. Tous les gestionnaires de ressources humaines de Guinée, oui. Où on échange. Et là, le combat, on est en train d'évoluer, ça prend du temps, mais je pense que c'est le lieu pour nous de nous entendre sur les bonnes pratiques. Parce que si nous ne sommes pas courageux, c'est nos compatriotes qui vont souffrir et ils ne vont pas profiter du travail et ils n'auront pas le travail décent. Et parlons justement de l'inspection du travail qui est au cœur de tout ça. J'ai parlé tout à l'heure de corruption. Pour la plupart des cas pratiques qu'on a vus, de contestation des recrutements dans une telle ou telle entreprise ou de mauvais traitement des employés, on a toujours vu que l'inspection du travail est accusée d'avoir toujours pris parti pour les employeurs, pour les patrons. Bon, vous savez, il faut se méfier aussi des contestations des salariés, parce que parfois aussi, je suis écrit dans le vide. D'abord, le recrutement, l'inspection du travail, s'il n'y a pas de discrimination, s'ils n'ont pas de plainte, ils ne peuvent pas savoir, ils ne sont pas dans toutes les entités pour savoir quand est-ce qu'on recrute. Mais lorsque les gens recrutent, ils doivent descendre sur le terrain pour voir est-ce que les gens déclarent le personnel, est-ce qu'ils déclarent les employés, est-ce que les gens sont recrutés dans les conditions optimales, conformément à la loi. Ils ne peuvent pas le savoir étant dans les bureaux. Maintenant, mais s'ils sont saisis d'un cas de discrimination, c'est leur obligation de mettre en exergue la loi et de trancher. Ça, c'est un. Maintenant, en ce qui concerne les conflits sociaux, vous savez, ils jouent un rôle de médiation, ok? Mais que l'inspection soit... Parce que l'inspection a deux soucis. Préserver la substance du travail, donc ne pas presser trop l'employeur pour fermer, parce que parfois on a des demandes sociales, les travailleurs aussi font des demandes exagérées qui sont carrément en dehors de la portée des employeurs. Donc, et si l'inspection vient pour dire non, vous aussi, rabaissez un peu votre ton, revenez à la normale, et à ce qui est raisonnable pour permettre à l'employeur de vous donner ce qu'il peut donner et pour contrôler l'exploitation. Ils vont dire non, ils sont corrompus. Bon, il faut le prouver. Et ce mais l'inspection doit être là. Moi, là où j'accuse l'inspection, et là je continuerai à dénoncer, c'est qu'ils ne sont pas proactifs. Ils ne doivent pas attendre qu'on vienne les saisir. Ils doivent descendre sur le terrain. S'ils étaient descendus sur le terrain, ne serait-ce que dans le mois qui a suivi le démarrage des activités de cette entreprise, est-ce qu'ils ne se seraient pas rendus compte que oui, les gens sont dans des conditions atroces là-bas, et mettre fin même, arrêter les opérations et mettre en demeure l'employeur de régulariser la situation avant de continuer. Ça, c'est clair. Mais ils ne l'ont pas fait. Voilà, c'est là où se trouve leur culpabilité. Bien, l'inspection du travail mise en cause dans tous ces... Et je parle de l'inspection du travail parce que par la loi, ce n'est pas un ministre qui est chargé de contrôler la législation du travail. C'est l'inspection du travail qui est l'organe habilité et qui a le pouvoir nécessaire pour donner des amendes, pour inspecter et pour sanctionner même les employeurs indélicats. Eh bien, si on parle des cas des entreprises ou même certains services de l'État, on peut dire, qui peuvent par exemple promettre du boulot aux gens en commençant d'abord par une période d'essai qu'on peut appeler ça de période de stage. Des gens citent par exemple le cas de ce qu'on appelle Call Me, de la société de téléphonie ou des sociétés de téléphonie qui peuvent recruter des gens et leur promettre de les garder et puis après on les utilise. On les remet dans la rue. Il y a également dans le service de l'État, par exemple dans l'administration, où on prend des gens pour des stages et ils ont des stages qui ne finissent pas. D'accord? Ils peuvent faire un stage de 10 ans, de 15 ans, on ne les recrute pas, on ne les relâche pas. Pendant ce temps, il y a d'autres qui viennent, qui intègrent la fonction publique officiellement et dans les normes et puis qui sont traités comme fonctionnaires confirmés. Et dans le privé aussi, on les utilise, après on les relâche. Quelle est la situation? Vous me rejoignez. Imaginez, on vous dit que l'inspection du travail est habilitée à contrôler tout ça. Mais ils sont là, mais tout cela se passe. On se demande pourquoi l'existence de l'inspection du travail. Je vous dis quelque chose. On me dit en tant qu'employeur, quand je recrute, dans les 15 jours, je dois déclarer les gens que j'ai recrutés. Le personnel. Et je voyais. Et chaque trimestre, l'AGIP a le droit d'exiger de tous les employeurs de déclarer leur personnel, y compris les permanents, les différents types de contrats, que ce soit des CDD, des CDI, des stagiaires, des apprentis, ils doivent déclarer tout le monde. Ils doivent même déclarer la structure, il y a combien de femmes, il y a combien de jeunes, et tu vois, ils peuvent demander n'importe quelle statistique et nous sommes obligés de donner. Mais s'ils demandent ça régulièrement, est-ce que ce n'est pas le lieu pour eux de se rendre compte qu'il y a des gens qui sont en train de travailler et qui n'ont pas le contrat qu'il faut, ou bien qui ne sont pas dans les conditions contractuelles normales, et tout de suite donner des avertissements arrêtés. Je crois que si l'AGIP et l'inspection faisaient leur travail,
dans le trimestre, ne serait-ce que dans le trimestre de démarrage de l'opération d'une entreprise, ils doivent pouvoir faire la citation de chaque entreprise pour savoir, oui, il y a des gens ici qui sont auxquels on est en train d'abuser. Et ce voyez, je vous dis, il y aura toujours des cas, si l'inspection ne se lève pas, si la GIB aussi ne se lève pas, ça arrange, je vous dis, je donne un exemple pratique. Quand je vous prends comme stagiaire, après, parce qu'aujourd'hui le stage est limité par la loi, tout est dans le code. Maintenant, si je vous prends comme stagiaire, et après un an, vous n'êtes plus en réalité un stagiaire, vous êtes en train de travailler. Comme un travailleur. Parce que le stage, mais c'est toujours stage. Ça veut dire que je suis en train de profiter de ta productivité pour la rentabilité en payant moins. Parce que je te déclare comme stagiaire, je ne paye pas de cotisation sociale, je ne paye pas de VF. Et c'est tout. Il y a beaucoup de choses auxquelles j'échappe. Donc j'ai l'intérêt à vous maintenir sur ce chapeau-là pendant longtemps. Mais c'est à la fois une perte pour l'État, mais aussi un abus d'autorité, mais aussi une exploitation humaine. Parce que la personne qui est là est en train réellement de travailler, mais ne reçoit pas le traitement qu'il faut en contrepartie. Et il y a un autre cas aussi qui interpelle les uns et les autres, le cas des entreprises par exemple qui peuvent fermer leurs portes, puis après ils reviennent sur le terrain et les anciens travailleurs pensent qu'ils sont en droit d'être pris dans cette même entreprise, et le plus souvent en fermant, on ne leur donne pas tous leurs droits. Je prends le cas par exemple de la société de transport Sotragui, où à un moment donné on avait une vague de travailleurs qui disaient qu'on leur a annoncé que la société Sotragui fermait, mais sauf que l'entreprise n'a pas fini de donner les droits de tout le monde et est en train de recruter de nouvelles personnes sans pour autant reconduire les anciens après avoir fermé. Ça c'est un cas parmi tant d'autres. Des fois, ça se passe dans le privé, comme dans le public. Par exemple, au cas de la Sotragui, là, c'est dans le public. Ok. Oui, écoutez, là, vous savez, la loi a tout prévu. Il suffit juste de lire, de comprendre. Si vous ne pouvez pas, allez demander les spécialistes pour vous aider à faire quelque chose. Une usine qui a des difficultés, parce que si je ferme pour un motif donné. Par exemple, la loi permet de fermer l'usine lorsqu'il y a pour motif économique. Ok, vous êtes obligé de le faire. Parce que vous n'avez pas le capital pour continuer l'exploitation, vous le faites. Mais vous le faites dans les règles de l'art. Vous ne jetez pas les gens dehors. Et je vous dis, dans la procédure qui est décrite pour le licenciement collectif, il y a le rôle du syndicat. Il faut que d'abord que le projet de licenciement soit discuté, validé avec le syndicat conjointement, pas imposé, conjointement avec le syndicat, que ce projet de licenciement collectif validé par le syndicat à l'interne soit aussi approuvé par l'inspection du travail. Donc, dites-moi, aujourd'hui, pendant qu'on a des dispositions comme ça, comment on peut avoir des employeurs qui ferment, qui ne font rien, qui n'observent aucune forme de procédure, alors que la loi est claire en la matière. N'est-ce pas? Est-ce que l'inspection fait ce travail en ce moment-là? Où ils sont? Non. Parce que même ce travail, ce n'est pas une société, ce n'est pas une petite société. Lorsqu'ils apprennent, c'est leur rôle aussi d'être là. S'ils apprennent que ça se ferme, qu'ils viennent pour un contrôle de routine, savoir s'informer comment la procédure de licenciement est en train d'évoluer. Et d'ailleurs, s'ils apprennent que oui, la procédure est en train d'être faite et ils ne reçoivent aucune notification pour l'approbation, ils doivent pouvoir se rendre sur le terrain pour dire, mais écoutez, on sait qu'il y a cette situation ici, mais on ne voit aucune notification, on n'a jamais approuvé quoi que ce soit, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Un inspecteur, c'est sur le terrain. C'est ça le problème. Je dis, il y aura toujours des problèmes s'ils ne descendent pas sur le terrain. Et toujours l'inspection du travail mise en cause. On va peut-être terminer cette partie par un autre cas d'exemple que je donne, parce que vous êtes certes dans le monde des gestionnaires des ressources humaines, mais vous êtes plus confrontés aux entreprises minières, puisque vous êtes toujours dans les zones minières. Alors, dans ce sens-là, je prends l'exemple de la CBG qui actuellement est en phase d'extension. On parle de projet d'extension de la CBG du côté de Kamsar. Et on a attiré notre attention sur ce qui est en train de se passer actuellement là-bas, dans la phase de recrutement des ouvriers pour le projet d'extension. Et aujourd'hui, les citoyens de Kamsar crient à une sorte de marginalisation des locaux, des Guinéens, qui ont le profil que eux ils veulent, je veux dire la CBG, pour ce travail-là. Mais on va recruter des Maliens, des Togolais, des Béninois, des électriciens marocains, des maçons béninois, je sais pas, des charpentiers togolais, alors que tout ça est disponible sur le terrain là-bas à Kamsar. Et d'ailleurs, ça devient une cause de contestation publique, parce qu'il y a des gens qui se préparent à se soulever pour cela. Est-ce que vous pensez que c'est normal en matière de recrutement? En matière de recrutement, la loi dit qu'il y a une condition pour recruter un expatrié. C'est lorsque la compétence n'existe pas localement. Et là, il faut une demande
une autorisation préalable de l'inspection du travail avant de pouvoir recruter un étranger. Là aussi, l'inspection du travail doit être intervenir, doit être informée, que je vous dis. Et doit intervenir. Voilà. Et donc rien ne peut se faire en dehors des autorités de contrôle de la législation du travail. Et même le visa, le permis de travail, le permis de séjour plutôt, et le permis de travail doivent être délivrés par l'AGIB. L'AGIB aussi, en donnant ce visa-là, il doit pouvoir s'assurer que oui, cette compétence-là, je ne donne pas le visa pour le visa parce qu'il y a l'argent derrière. Mais ils doivent d'abord protéger la main-d'œuvre locale pour s'assurer que oui, est-ce que cette compétence-là, quelle est la preuve que oui, vous n'avez pas trouvé? Est-ce que vous avez fait des appels d'offres? Où sont les traces? Est-ce que vous voyez? Parce que le recours à l'expatrié n'est pas interdit. C'est même une bonne chose si vous n'avez pas la compétence, parce que celui qui vient, il faut juste le contrôler. Parce que eux aussi, ils trouvent la raison pour rester éternellement. Mais s'ils sont contrôlés, la loi dit qu'ils ont un contrat de 2 ans renouvelable une seule fois, 4 ans. Donc, quand il vient, vous lui collez un national et il a l'obligation de le former avec un plan de développement, de transfert de compétences. Après 4 ans, il doit rentrer. Mais si l'employeur et l'AGIB ne suivent pas ça, c'est-à-dire au renouvellement, parce que l'AGIB a la possibilité de renouveler, au renouvellement du contrat, après 2 ans, vous demandez, bon, quel est le plan de développement pour un local, et envoyez-nous tout ça là. Avant, mais malheureusement, eux, ils renouvellent seulement sans demander aucune documentation, sans s'assurer que oui, est-ce que cet expatrié là est en train de former un Guinéen? Est-ce qu'on est en train de bénéficier du transfert de la technologie? C'est pourquoi ils doivent pas juste voir l'argent, parce qu'aujourd'hui, c'est de l'argent. Mais ce n'est pas l'argent qui compte. Il faut protéger la main-d'œuvre locale. Il faut aussi les former. Donc, le cas que je viens de vous révéler, si ça existe. Maintenant, si ça existe, je ne connais pas trop les réalités de là-bas, mais je suis en train de parler de la loi. Mais je vous dis quelque chose. Parfois aussi, on a besoin des seniors ouvriers qui ont un certain niveau et qu'on retrouve rarement en Guinée. Si on vous demande de trouver un soudeur qui a qualifié, qui a été dans une école professionnelle, qui sait lire et écrire, qui parle, qui connaît l'informatique, vous aurez du mal à trouver. Ils sont rares. Moi, à la SAC, il m'est arrivé là-bas de chercher des soudeurs. 10 soudeurs qui ont été dans une école professionnelle, on n'a pas trouvé pendant 3 mois. On était obligé de donner la chance à ceux qui ont la même et qui n'ont jamais été à l'école. C'est que l'employeur a une vision. Si je vous recrute, tu es soudeur, tu as été dans une école professionnelle, dans 3 ou 4 ans, je peux faire de toi un soudeur senior. Je peux te développer et tu peux gérer un département de soudeurs. Mais si tu n'as jamais été à l'école aussi, c'est un problème. C'est pourquoi parfois ils font recours aussi à des soudeurs ou bien à des ouvriers qualifiés. Donc il faut être proche des réalités pour savoir réellement ce que les gens sont en train de dire, au lieu de trancher parce que c'est conflictuel. Moi je ne sais pas ce qui se passe. Mais je vous ai parlé de la disposition légale. Quand est-ce qu'on peut recruter un expatrié? C'est lorsque la compétence n'existe pas. Mais il y a des compétences qui n'existent pas et nous aussi on aime crier pour dire non, 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 il faut nous donner, mais en réalité on ne peut pas. Et si c'est le cas, l'inspection doit trancher. Et l'AGIB doit trancher. C'est-à-dire, et l'inspection, au lieu de donner, avant de donner l'autorisation, ils doivent par exemple appeler le syndicat, appeler la direction et faire la confrontation avec les documents à l'appui pour dire que oui, on n'a pas trouvé sur le plan national, donc il y a lieu d'aller à l'international. Bien. Le travail sur toute sa chaîne en Guinée, en débat sur ce plateau. Pour terminer, peut-être quelques conseils à l'endroit de ceux qui sont candidats au monde du travail et tout ce qu'il faut en la matière pour réussir les différentes étapes dans le monde du travail. Oui, merci. Vous savez, le travail, tout le monde veut le travail. Mais en réalité, tout le monde ne mérite pas le travail. Parce que si vous n'avez pas la compétence qu'il faut, vous ne pouvez pas avoir le travail. Quand vous descendez tout de suite, vous allez voir les étudiants, même qui ont fini hier, ils veulent le travail. Mais en réalité, est-ce qu'ils méritent le travail? Pour le moment, non. Il y a des chômeurs qui sont qualifiés, qui sont prêts à travailler, mais qui n'ont pas l'opportunité. Ce sont eux les vrais chômeurs. Les autres, les étudiants qui viennent de sortir, je les invite. D'abord, la première des choses, il faut qu'ils acceptent de passer par la case d'apprentissage, de stage. Ils ne sont pas prêts. Un diplôme universitaire te donne le profil de devenir demain cadre, mais tu n'es pas prêt, tu n'es pas cadre tout de suite. Et ceux-ci font la confusion. Il faudrait qu'ils acceptent. Ils doivent être conscients que oui, ton diplôme de physicien ne suffit pas pour avoir le travail. Il faut la maîtrise de l'outil informatique, il faut peut-être même être compétitif en apprenant l'anglais, il faut d'autres cours de management, de leadership, de développement personnel pour être prêt pour confronter le monde du travail. Mais malheureusement, quand un étudiant sort de l'université, il ne peut pas écrire une lettre administrative, comment voulez-vous qu'il puisse avoir un travail? Donc la plupart des gens aujourd'hui ne sont pas prêts, ils ne sont pas prêts à avoir le travail. Même s'il y a le travail, ils ne peuvent pas l'avoir parce qu'ils n'ont pas la compétence qu'il faut. Ceux-là, je les demande d'accepter, d'apprendre.
et de se former. Et je m'adresse essentiellement à la jeunesse, ok? Parce que Dieu seul sait, le président l'a dit, on aura du travail, lui il veut faire venir du travail, mais si les gens envoient du travail et que vous n'avez pas la compétence, ils seront obligés d'aller chercher ailleurs. Et c'est toute la problématique des contestations aujourd'hui que vous venez de soulever. En tant que responsable des ressources humaines, pour terminer, oui ou non, quand on vous envoie 100 CV que vous devez scruter, quand vous regardez, vous prenez la tête? Oui, regardez les CV. J'ai du mal. Aujourd'hui, quand je vais faire l'annonce, mon premier souci, parce qu'il y a une chose, il y a ce qui est dans le CV, et quand vous interviewez les gens, ce que vous découvrez. D'abord, je vous dis quelque chose. Nous, on procède à 2 étapes. D'abord, quand vous m'envoyez les CV, nous-mêmes, en regardant les CV, on exclut beaucoup. Parce que beaucoup font des demandes et leur profil n'est pas en adéquation avec le poste qui est en train d'être publié. Donc, ça c'est la première. Il faut que les gens sachent quel est mon profil et quel est le travail que je peux avoir. Et c'est vrai. Donc, pour un seul poste, tu peux avoir 300 personnes, mais au finish, on ne retient que 10. Et c'est vrai. Et parmi les 10, là, c'est des CV consistants apparemment, mais nous, pendant le processus d'interview, on va te confronter à ton CV. C'est là où on fait la part des choses et c'est là où on fait la sélection finale. Pour prendre le meilleur. En tout cas, ce n'est qu'une première. Nous serons là à d'autres occasions pour parler du travail et de tout ce qui va avec, comme je l'ai dit. Monsieur Condé, merci d'être passé dans cette émission. Merci, mon cher ami. C'est vraiment gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. À vous, merci de votre attention. Ce fut un plaisir. On se retrouve demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.